La communauté d'affaires du Québec est forte, diversifiée et innovante. Les entreprises de toute taille et de toutes les régions sont le moteur de notre économie québécoise. Nous savons combien la gestion d'une entreprise est un travail difficile. Si vous êtes en affaires, vous connaissez certainement les obstacles mieux que quiconque. Vous savez également ce dont vous avez besoin pour réussir et ce dont votre industrie et votre communauté ont besoin pour que l'économie du Québec reste saine et forte. N'aimeriez-vous pas pouvoir parfois vous adresser au gouvernement et influencer les décisions qui touchent votre région, votre entreprise et votre gagne-pain? Maintenant, vous le pouvez. L'Observatoire FCCQ est la combinaison d'une technologie de pointe et de la force de notre réseau d'affaires pour donner plus de poids à votre voix. Il vous donne la possibilité de faire part de votre réalité et d'envoyer vos meilleures idées au gouvernement. L'Observatoire FCCQ a été créé en collaboration avec le Réseau des chambres de commerce du Québec pour savoir ce que vous pensez. Notre travail commence par l'écoute de nos membres dans chaque région du Québec en posant les bonnes questions sur les enjeux qui vous touchent. Le réseau fait la force avec l'Observatoire FCCQ, un outil qui permettra d'influencer l'environnement d'affaires au Québec en fournissant rapidement des données fiables par secteur d'activité et par région à nos partenaires et au gouvernement. Nous vous communiquerons des informations afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre entreprise, dans votre secteur et votre communauté. L'Observatoire FCCQ met de l'avant les questions qui vous tiennent à cœur. Il est temps de faire valoir votre voix. Inscrivez-vous à l'Observatoire FCCQ dès maintenant. Depuis 120 ans, Desjardins sait qu'en unissant nos forces, on peut permettre aux personnes et aux communautés de prospérer au-delà de l'argent. Avec le Fonds du Grand Mouvement, on soutient des projets qui font du bien à l'environnement, qui contribuent à la vitalité économique de nos régions et qui enrichissent nos vies. Ensemble, on peut réinventer demain. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre de la tournée En mouvement pour la relance socio-économique. Aujourd'hui, nous sommes en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec et sur la Côte-Nord. Alors, vaste territoire, vous me direz, vaste projet. J'ai fait des petits calculs ce matin. On couvre 64 de la superficie du Québec avec notre webinaire. Alors, c'est très ambitieux. On est conscient, évidemment, qu'il y a des différences régionales évidentes entre vos trois régions, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui vous recoupent, je dirais, et c'est ce dont on veut vous parler aujourd'hui. Vous êtes des régions ressources très importantes pour le Québec, mais aussi des régions ressourçantes, j'ai envie de dire, parce que plusieurs Québécois ont été à la rencontre de vos régions, peut-être davantage en Abitibi et sur la Côte-Nord, mais ça a été assez occupé cet été. Et donc, je suis convaincu que plusieurs centaines de Québécois ont dû découvrir vos régions dans les derniers mois. Aujourd'hui, on est un peu fébrile, Guy, François et moi, parce que c'est la fin de notre tournée. Alors, on termine notre périple qu'on a amorcé, je crois, le 16 septembre dernier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, après 10 rencontres, on vient poser nos valises chez vous pour ce dernier webinaire. On a reçu plus de 300 inscriptions. Je vois les gens qui continuent à se joindre. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous présente les gens qui composent donc notre Zoom ce midi. Donc, évidemment, notre invité spécial, M. Guy Cormier, président chef de la direction du Mouvement Desjardins. Grand plaisir de t'avoir avec nous, Guy. On a aussi M. François Gagnon, qui est chroniqueur économique au réseau Cogeco, qui est bien connu, et qui animera un entretien donc, dans la troisième partie de notre webinaire avec des entrepreneurs de vos régions. Donc, j'ai nommé M. Michel Filion, président de Chantier Chibougamau, une entreprise extrêmement connue dans la région. Bonjour, M. Filion. Et M. Marc Lefebvre et Mme Joanne Lefebvre, donc respectivement fondateur et présidente directrice générale des entreprises Lefebvre Industrie Halle. Alors, merci beaucoup aussi à vous deux d'être avec nous. Vous avez une jolie photo de hockey derrière vous d'ailleurs. Alors, ça nous donne le goût de s'y remettre. Je veux aussi saluer les gens des chambres ambassadrices, donc des chambres de commerce ambassadrices qui nous ont aidés
à amasser tous ces participants-là aujourd'hui. Donc, M. Vincent Meilleur, qui est administrateur à la Chambre de commerce Chibougamau-Chappais. Bonjour Vincent. M. David Lecourt, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Et finalement, Mme Catherine Séjourdain et M. Gabriel Striganuc, qui sont tous deux coprésidents de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Ouachat, Macmaniou-Tenam. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous féliciter, vous deux. Vous avez remporté un prix au dernier gala des chambres de commerce, le prix Innovation, qui mettait entre autres en place la création d'une aile Innu au sein de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Alors, ça m'apparaît tout indiqué de vous féliciter pour cette belle activité proactive-là. Alors, au nom de la Fédération, encore une fois, bravo pour ce prix. Quelques invités de marque qui sont avec nous aussi, dont des élus, dont je voudrais souligner la présence. Mme Diane Dallaire, la mairesse de Rouyn-Noranda, M. Régent Porlier, maire de Sept-Îles, M. Yves Montmigny, maire de Bécomo, M. Jean-Maurice Matt, maire de Sainte-Terre, et M. Norman Young, maire de Kipawa. Alors, j'ai eu l'occasion au cours des derniers mois de parler à plusieurs d'entre vous dans le dossier, entre autres, du transport aérien régional. On a essayé d'être actifs pour faire entendre l'importance d'avoir des liens aériens fiables, stables, sécuritaires évidemment, mais prévisibles dans vos régions. Alors, j'espère qu'on aura réponse à nos questions et à nos demandes au cours des prochains mois. On a aussi plusieurs représentants des médias, donc le journal Le Côtier, le journal Le Manic, entre autres, et la coopérative de la télévision communautaire de Fermont et la radio communautaire de Fermont. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de beau monde avec nous ce midi. Et ce qu'on va faire ce midi, dans le fond, c'est de parler un peu d'avenir, de la relance économique de vos régions. Alors, on a mis à profit au cours de la tournée l'expérience qui n'est plus à démontrer du mouvement Desjardins dans la connaissance du milieu économique québécois après plus de 120 ans d'existence cette année. La Fédération, l'air de rien, en a 112, donc créée en 1909. Et donc, on a mis les deux organisations à profit pour venir vous parler le plus régionalement possible de la réalité dans vos localités. Alors, c'est ce qu'on va faire avec M. Cormier dans un premier temps. Je reviendrai vous présenter les résultats de l'outil de sondage de l'Observatoire dont on vient de vous parler. Et par la suite, François conduira donc les entrevues avec nos trois entrepreneurs. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Vincent Meilleur de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chappais et je vous remercie d'être avec nous. Vincent. Merci, M. Millard. Quand j'ai accepté, moi, Vincent Meilleur, de représenter la Chambre de commerce de Chibougamau-Chappais en tant qu'administrateur, je n'avais pas saisi l'ampleur de l'importance de l'événement d'aujourd'hui. Mais en voyant qu'on est plus de 300 entrepreneurs participants, je dois dire que ça nous donne le sourire. Ça nous donne le sourire, nous, les chambres ambassadrices, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, la Chambre de commerce de Sept-Îles, Ouachat, Macmaniou-Tenam, la Chambre de commerce de Chibougamau-Chappais, ainsi que le mouvement Desjardins. On a le sourire quand on voit que vous avez à cœur votre entreprise. Vous avez pris la peine de mettre à votre agenda 2 heures de votre temps, un agenda qui est très chargé, pour venir nous écouter sur la relance économique, puis je vous en salue. Je voudrais aussi saluer la qualité des différents intervenants qu'on va avoir aujourd'hui. Vous allez avoir une vraie chance de les entendre. On a eu tous des défis cette année. Ça n'a pas été facile. Puis peu importe la région où on était, on a connu des défis qui étaient semblables. Qui n'a pas eu à se réinventer avec le télétravail? La preuve, la réunion d'aujourd'hui se fait en vidéoconférence. Qui n'a pas eu des retards d'approvisionnement? Qui n'a pas eu des commandes annulées qui ne pouvaient pas être livrables? Que ce soit les industries forestières ou les industries minières qui nous définissent, nous principalement dans notre région, personne n'a été épargné par ça. Puis encore moins les commerces qui gravitent autour de ces industries prédominantes dans nos régions. La pandémie, en fait, a rendu encore plus difficile l'enjeu de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui, on sait, est l'enjeu principal dans la plupart des entreprises. Qui n'a pas eu un téléphone un matin d'un employé ou qui ne pouvait pas rentrer parce qu'il toussait, ou que ses enfants ne pouvaient pas rentrer à l'école parce qu'ils toussaient et on était en attente d'un test de COVID. On s'entend que tous les entrepreneurs et tous les administrateurs, peu importe l'entreprise, ont dû jongler avec ça. Puis pour ça, je vous en félicite parce que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes tournés vers l'avenir. Et justement, pour se tourner vers l'avenir, je vais passer la parole parce que moi, j'ai fini de parler. Je ne veux pas vous endormir. Donc, je passe la parole à M. David Lecourt
président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Donc, est-ce que David est avec nous? Oui, me voilà. Alors, merci beaucoup, M. Meilleur, M. Cormier, M. Milliard, distingués invités. Bonjour à tous. Desjardins a toujours été un partenaire de premier plan pour les chambres de commerce, un acteur économique majeur pour notre région, un partenaire sur qui on peut compter. Alors, nous sommes très heureux que la tradition se poursuive avec cette nouvelle initiative. Je tiens à nommer les chambres de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont partenaires, la Chambre de commerce de Val-d'Or, de Témiscamingue, d'Abitibi-Ouest, ainsi que, bien entendu, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda que j'ai le privilège de présider. Sans plus attendre, j'ai le privilège également de vous présenter M. Cormier aujourd'hui. C'est à 26 ans que Guy Cormier a plongé dans l'univers coopératif de Desjardins. Il en devient le président et chef de la direction en 2016. Avec une vision ancrée sur les membres et clients, il insuffle un vent de changement au sein du mouvement Desjardins. Leader visionnaire, il place l'innovation, l'humain et les communautés au cœur de son ambition, à être premier dans le cœur des gens. C'est avec cette idée en tête qu'il a créé le fonds du grand mouvement afin d'appuyer différents projets provenant des communautés. M. Cormier est aussi le défenseur d'un meilleur partage de la prospérité, d'un développement économique durable et de l'édification d'une société plus ouverte et plus inclusive. Alors, Madame, Monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du mouvement Desjardins. Merci beaucoup, M. Lecourt. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, son président Charles Milliard, là, on réunit aujourd'hui des chambres de commerce d'un très grand territoire. Hein? Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, Côte-Nord. Et vous allez me permettre de saluer tout particulièrement tous les représentants des différentes nations autochtones qui sont avec nous ce midi. Merci beaucoup d'être là et à tous les dignitaires. C'est notre dernière rencontre officielle de la tournée en mouvement pour la relance économique. Puis je ne vous cacherai pas que de finir ça avec vous tous, j'ai comme un pincement au cœur parce que je pense qu'avec François et avec Charles, on a eu un très bel automne. En tout cas, ça a été très stimulant pour nous de vous écouter et d'aller dans vos régions respectives et de voir ce midi qu'il y a encore des centaines de personnes qui sont réunies pour échanger. En tout cas, c'est extrêmement stimulant, c'est extrêmement gratifiant. Vos régions, vous le savez, mais vos régions, elles sont essentielles pour le Québec, pour notre économie. Et je suis convaincu que dans les années à venir, votre rôle va être aussi encore plus significatif. Parce que vos régions, c'est un peu le réservoir des ressources du Québec. Et ça contribue à la solidité de notre économie. Il y a des fondations dans vos grands territoires sur le volet économique. Et que ce soit la forêt, les mines, le domaine de la pêche, les énergies renouvelables, l'industrie de l'aluminium, c'est vraiment des segments d'activité économique qui sont au cœur de la pérennité de notre province. Et c'est très précieux, oui, aujourd'hui, mais ça va l'être encore plus dans la prochaine décennie, dans la relance économique. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plein de projets d'infrastructure qui s'en viennent. Le monde va avoir besoin de projets renouvelables de plus en plus, de partenariats modernes, différents. Et vous avez déjà de l'expertise dans ça et ça va vous permettre d'aller encore plus de l'avant au cours des prochaines années. Et le sens aujourd'hui de la conférence, c'est un peu ça, hein? C'est d'échanger sur comment on voit l'avenir post-COVID. On va essayer de réfléchir à comment ça pourrait se passer en 2021, 2022. Comment, oui, regarder le choc que l'on a subi en 2020, mais surtout comment on voit la prochaine décennie. Puis c'est sûr que entre notre première conférence en septembre puis celle d'aujourd'hui, les choses ont changé. Je peux vous dire qu'en septembre, on ne parlait pas de vaccin. Aujourd'hui, on sait tous maintenant qu'au premier trimestre 2021, oups, il y a une vaccination qui va débuter puis qui vient changer pas mal la donne sur le prochain semestre, voire même l'année 2021. Mais entre-temps, d'ici là, il faut tous se protéger, tout le monde. Je sais que je parle à des régions qui ne sont peut-être pas en zone rouge, mais vous êtes extrêmement vigilants. Vous faites attention. Il faut continuer de se serrer les coudes pour passer à travers parce qu'il va y avoir une après-crise sanitaire. Il va y avoir une après-récession. Et souvent, j'entends les gens dire, le monde va être différent après. OK, il va être différent, là, mais différent comment?
Puis c'est maintenant qu'il faut décider comment on veut qu'il soit différent après. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à y réfléchir. Alors, la première chose que je veux faire avec vous, c'est de faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé économiquement dans vos coins de pays au cours de 2020. Les économistes du Mouvement Desjardins, Charles le disait, ont fait un excellent travail pour avoir une lecture très fine de l'impact économique de la pandémie dans chacune des régions du Québec. Puis nos constats là, sont les suivants. Pour l'ensemble du Québec, en 2020, on parle d'une diminution de l'activité économique de 4,1 %. On anticipe, même s'il y a une deuxième vague cet automne, l'économie n'est pas autant fermée qu'à la première vague. Il continue de l'avoir de l'activité. Donc, à la fin de l'année, nos anticipations, c'est moins 4,1 % de PIB, donc une baisse de 4,1 % du PIB pour le Québec. Quand on regarde vos régions respectives, Abitibi-Témiscamingue, 2020, recul de l'économie de 3 %. Côte-Nord du Québec, 2020, recul de l'économie, moins 2,7 %. Puis Nord du Québec, recul de l'économie en 2020 de 2,3 %. Donc, on voit que vos régions ont résisté à la crise beaucoup mieux que le reste de la province. Mais ça l'a quand même cogné fort. Je vous donne un exemple. Quand on parle de moins 2,3, moins 2,7, c'est une façon de calculer, mais c'est intéressant de traduire ça en vrai dollars. Alors, pour l'Abitibi, moins 3 %, ça représente 267 millions de dollars qui se sont envolés en valeur économique versus 2019. Côte-Nord, moins 2,7 %, 193 millions de valeur économique qui s'est perdue dans l'économie de votre région. Et Nord du Québec, moins 2,3 %, c'est 110 millions de dollars en moins. Ça, concrètement, là, c'est des commerces de fermés, c'est des contrats annulés, c'est des mises à pied, c'est des fournisseurs, c'est de l'activité économique qu'il y a en moins. Et oui, le virus est moins présent dans votre région, mais vous avez quand même payé un lourd prix en termes de perte d'emploi. Au printemps dernier, là, entre le mois de mars et mai, c'est 10 900 emplois qui ont été perdus en Abitibi-Témiscamingue. Et quand on regarde la Côte-Nord et le nord du Québec, c'est 6 700 postes qui ont été perdus au printemps dernier. Puis quand on regarde aujourd'hui, quel est l'état maintenant à la fin du mois d'octobre, en Abitibi-Témiscamingue, 75,2 % des emplois que vous avez perdus au printemps liés à la COVID, 75,2 % ont été entièrement récupérés. Puis quand on regarde la Côte-Nord puis le nord du Québec, la récupération elle est plus faible, à 47,8 %. Donc, il y a seulement à peu près une personne sur deux qui a réussi à se retrouver un emploi versus la situation d'avant la pandémie. Donc, la crise, elle a cogné. Elle a cogné fort quand même parce qu'à la fin de la journée, c'est des milliers de personnes qui, encore aujourd'hui, n'ont pas d'emploi comme tel. Puis oui, il y a des secteurs qui ont mieux résisté que d'autres, notamment dans le manufacturier, mais il y en a d'autres, le tourisme, le commerce de détail, et notamment le tourisme, où il y a des endroits que ça s'est complètement effondré, sans parler du secteur de la restauration. Donc, il y a vraiment des défis dans certains secteurs d'activité. Puis je salue les entrepreneurs qui sont dans ces secteurs-là parce qu'honnêtement, ils ont une très, très, très grande résilience avec tout ce qui se passe actuellement. Une fois que j'ai parlé de 2020, je regarde 2021. Comment ça va se passer selon nos anticipations en 2021? Puis évidemment, c'est très tributaire de la longueur de la deuxième vague, de comment ça va se passer en janvier, février, mars. Mais avec une hypothèse d'une certaine stabilité, on anticipe qu'au Québec, en 2021, la croissance du PIB devrait être de 6,3 %, donc nettement positive. Quand on prend vos trois grandes régions, Abitibi-Témiscamingue, croissance de 6,4 %. Côte-Nord, croissance de 6,5 % et Nord du Québec, croissance de 7 %. Donc, vos trois régions sont parmi celles qui vont connaître le plus fort rebond économique en 2021, selon nos prévisions. Donc, on a plus que jamais, le Québec a plus que jamais besoin de vous parce que vous allez donner au Québec et aux Québécois une impulsion dans notre relance économique en 2021. Ça, c'est sûr, 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 sûr. L'autre élément, c'est que, en tout cas, que moi j'aime, là, c'est de, encore une fois, reconnaître que nos régions ressources vont donner le coup de départ
à notre relance économique. Je pense que c'est un message puissant puis stimulant quand on réside dans ces régions ressources-là, quand on travaille, quand on est un entrepreneur, parce que ça va nous aider, oui, à redécoller tout le Québec, tout le Canada, mais ça démontre l'importance encore aujourd'hui dans notre nouvelle économie, l'importance des ressources naturelles, l'importance des ressources qui sont un pilier à la croissance d'une économie. Et oui, l'économie a ralenti à travers le monde, là, mais dans beaucoup d'endroits, le secteur des ressources est resté solide dans plusieurs pays. Puis en plus, quand on sait que beaucoup de gouvernements actuellement sont en train de préparer des plans de relance qui prévoient notamment des investissements massifs en infrastructure, en énergie renouvelable, quand on voit les annonces que le gouvernement du Québec a fait cette semaine, avec 778 millions de dollars qui vont être investis chez vous dans les 3 prochaines années, bien, on voit que des gens, durant la crise, ont pris la décision de rénover leur maison, de rester chez eux. La demande de bois a été solide, les mines ont tenu le coup, mais en même temps, des secteurs comme la pêche ont été plus fragilisés parce que les marchés ont été déstabilisés. Moi, ce que je vois là, c'est une suite qui est encourageante pour 2021, 2022, 2023. Puis je regarde même plus spécifiquement là, en Abitibi-Témiscamingue, là, des projets très emballants que vous avez sur la table. Là. La mise sur pied de serres agricoles chauffées grâce au parc thermique de Sainte-Terre. Le développement du centre de transit minier nordique à Val-d'Or. Ça, c'est des vrais projets structurants qui vont aider la relance de votre secteur. Sur la Côte-Nord, de beaux projets aussi actuellement en préparation. La MRC des Sept-Rivières qui veut mettre en place un complexe forestier totalement intégré qui comprendrait autant les activités de transformation du bois, le chauffage, l'exploitation en serre, tout ça chauffé avec des biomasses. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement porteur. La MRC de Manicouagan, qui travaille actuellement à mettre sur pied un centre intégré d'accélération du savoir et de l'innovation. Ce sont tous des éléments qui, de notre côté, chez Desjardins, nous rendent très optimistes sur la suite, mais surtout l'avenir de vos propres régions comme telles. Puis quand j'entends parler de vos projets, bien, je suis convaincu de cette chose-là, c'est que la relance, on ne va pas la faire tout seul. Je sens vraiment une solidarité communautaire où les gens se parlent plus que jamais pour s'aider, s'entraider puis se dire comment on se relance comme économie, comment, puis pas seulement économiquement, mais même socialement. Puis l'objectif, je l'ai dit sur toutes les tribunes, ça ne devrait pas d'être de chercher à revenir comme avant. On devrait tous, comme entrepreneurs, chercher à revenir mieux qu'avant, meilleur qu'avant, faire différemment qu'avant. Et c'est ça que je vois là. Quand on regarde à travers le Canada, là, la crise, elle a accéléré quoi? Elle a accéléré la numérisation des entreprises. Puis on en parlait tantôt, mais beaucoup d'entreprises ont rapidement migré vers le télétravail. Beaucoup d'entreprises ont automatisé leurs opérations. Bien, tout ça, là, quand l'économie va repartir, là, ces investissements-là, ces nouvelles façons de faire-là vont tous se traduire en gain de productivité dans nos façons de faire. Et considérant qu'on est déjà, vous êtes déjà depuis les derniers mois en train de repenser à comment réorganiser votre entreprise, comment réorganiser votre opération, bien, comment je vais produire, comment je vais acheter, comment je vais consommer, profitons-en donc pour essayer d'être plus efficace, pour essayer d'être plus solidaire, pour être peut-être meilleur d'un point de vue environnemental. Puis tantôt, on le voyait dans la vidéo, puis Charles en parlait, ça fait 120 ans que Desjardins existe cette année, le 6 décembre dernier. Je peux vous dire que la relance économique, le soutien des régions, ça demeure aussi fondamental qu'avant. Parce que l'une de nos grandes forces, vous le savez, c'est la proximité. La proximité avec les personnes, la proximité avec les entreprises, la proximité avec les communautés. Et ça, cette proximité-là, elle nous permet de vous écouter, puis d'être capable de réagir très rapidement, puis de mettre des initiatives en place. Puis je peux vous dire que nos gens de Desjardins, là, sur le terrain, là, la relance de la Abitibi-Témiscamingue, la relance de la Côte-Nord, la relance du nord du Québec, on l'a extrêmement à cœur parce qu'on sait à quel point ça va être important pour vos régions, mais aussi pour tout le Québec si on veut avoir une prochaine décennie qui est prospère. Puis c'est important quand on est au front, comme vous, les gens d'affaires.
C'est pour ça d'ailleurs que juste avec Capital Régional Coopératif Desjardins, notre bras capital de risque, de développement, il y a déjà 56 entreprises ou coopératives dans vos grandes régions qui bénéficient de 33 millions d'injections de capital juste en équité ou en autre type de financement pour vous aider à passer à travers une période un petit peu plus difficile. Puis c'est clair qu'on va vouloir continuer d'investir en capital de développement dans vos entreprises. Dès les premières semaines de la crise, là, 15, 16, 17 mars, là, on a tout de suite mis beaucoup de mesures d'allègement pour aider les entreprises avec 2 mots-clés: souplesse, bienveillance. Autant pour nos membres particuliers que nos membres entreprises, que nos différents clients. Et considérant que la situation est encore précaire dans beaucoup de régions du Québec, on a pris la décision de maintenir ces mesures d'allègement-là jusqu'au 28 février, puis on verra par la suite en fonction de comment ça se fonctionnera. On parlait du fonds du grand mouvement. Une autre grande décision qu'on a prise, on avait lancé un fonds de 100 millions de 2016 à 2020. On a annoncé ce printemps un fonds de 150 millions de dollars de 2020 à 2024, le fonds du grand mouvement, pour aider l'ensemble des régions du Québec à se relancer avec plusieurs projets porteurs. Déjà, là, quand je regarde ce qu'on a fait dans les dernières années, là, juste pour l'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est 9 projets qui ont été autorisés avec 900 000 $ qui ont été injectés. Et pour la Côte-Nord, c'est 352 000 $ qu'on a injecté avec un projet juste au cours des dernières années. Puis aujourd'hui, je suis très fier de vous annoncer qu'on a pris la décision d'octroyer des sommes supplémentaires, 900 000 $ supplémentaires qu'on annonce aujourd'hui avec vous. Un projet en Abitibi-Témiscamingue et 2 projets sur la Côte-Nord pour relancer vos régions. 258 000 $ pour Grenier Boréal à Longue-Pointe de Mingan. Ça va les aider à pouvoir se doter d'un bâtiment multifonctionnel, poursuivre l'aménagement de leur terrain, notamment en termes de culture fruitière en serre, et aussi faire l'achat d'équipements. On va aussi verser 200 000 $ à Besoin d'aide 24/7 à Malartic. Ça ici, ça va les aider à construire un bâtiment important, vous le savez, pour offrir de l'hébergement aux personnes qui ont besoin d'un hébergement temporaire. Alors, on va verser 200 000 $ à Besoin d'aide 24/7 et 400 000 $ au Cégep de Bécomo pour les aider à agrandir leurs locaux au niveau du centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale. Donc, pour nous, c'est des injections de fonds importantes, puis c'est un message significatif qu'on veut lancer sur le soutien socio-économique de vos régions respectives. Puis cet été, vous savez, on a pris le temps de consulter 4000 entreprises. On a fait un important sondage pour connaître les besoins des entrepreneurs cet été en lien avec la pandémie. Puis il y a 3 solutions qu'on a décidé de mettre de l'avant chez Desjardins. Premièrement, tous les dossiers de renouvellement pour les 2 prochaines années, peu importe ce qui va s'être passé, évidemment, si l'entreprise n'est pas en faillite, là, mais peu importe ce qui va s'être passé, on ne pénalisera pas les entreprises au niveau des conditions de financement, au niveau de la tarification, s'il advenait que le chiffre d'affaires, les garanties ou les conditions aient été réduites à cause de la pandémie. On va garder les conditions pré-COVID. Deuxièmement, on a mis une équipe en place d'experts en réorganisation d'entreprises, en conseil stratégique de nos moyennes grandes entreprises pour aider nos centres Desjardins si vous avez le goût d'échanger avec des experts sur comment vous pourriez revoir votre plan d'affaires ou votre stratégie. Puis troisièmement, on sait que c'est un grand besoin pour beaucoup d'entrepreneurs et leurs employés. Ce n'est pas tout le monde qui a des assurances collectives. Il y a des entreprises de 4, 5, 10 employés. On a fait un partenariat avec 2 groupes de santé du Québec pour offrir des rabais substantiels pour ceux qui veulent offrir un service d'aide de santé virtuelle à leurs employés ou à vous comme entrepreneur pour vous aider à passer à travers cette période-là difficile. Le dernier élément que je veux vous partager, c'est le fonds C. Le fonds C, c'est un fonds qu'on a créé en réaction à la COVID pour aider concrètement des entreprises à passer à travers et à continuer leurs opérations. Ici, là, il s'agit d'une contribution financière du mouvement Desjardins sans remboursement de l'entreprise, directement pour vous aider, qui fait une énorme différence. Je vous donne quelques exemples. En Abitibi-Témiscamingue, on a versé 5 000 $ à Minerail pour les aider à développer un appareil de minage totalement breveté. Sur la Côte-Nord, on a versé 2 800 $ à la Chambre de commerce de Manicouagan pour les appuyer dans leur virage numérique.
On a versé 5 000 à Stabiliforce, une entreprise de Rouyn-Noranda, pour les aider au niveau de leur système hydraulique, renforcement de fondation. C'est un produit actuellement là, qui soulève beaucoup, beaucoup d'intérêt en Europe et aux États-Unis. Fait que oui, c'est beau des gros montants, mais des fois, juste des petits montants peuvent aider à finir un projet ou à se donner un élan pour commercialiser quelque chose. Alors, je tiens à le dire aux entrepreneurs, là, il reste encore aujourd'hui là, des dizaines de milliers de dollars de disponibles dans le foncier. Je vous invite vraiment à communiquer avec votre directeur de compte en Centre Desjardins Entreprises, à communiquer avec votre caisse pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire avec vous. Puis je le rappelle, ce sont des contributions financières sans remboursement. Et plus on va aider d'entreprises, ce qu'on se dit, c'est plus on va recréer de l'emploi rapidement, puis meilleures vont être nos régions à travers le Québec, vos régions. Donc, quand on regarde la suite maintenant, moi, je suis convaincu qu'on va se relever. On a des moyens, on a de l'argent, on a du talent, puis on a du cœur au ventre. Mais il faut maintenant s'assurer de regarder tous dans la même direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'accepter de se challenger. Ça veut dire d'échanger. Qu'est-ce qui va changer dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va changer dans les prochaines années? Comment la pandémie va affecter votre secteur d'activité? Comment la pandémie va influencer vos opérations? Il faut avoir ce genre de discussion-là dans vos communautés actuellement, là, dans nos régions, dans nos différentes familles. Et je salue l'initiative de la Fédération des chambres de commerce et des chambres de commerce qui mettent en place des webinaires comme ceux-là pour justement échanger, stimuler la conversation. De notre côté, chez Desjardins, je peux vous dire qu'on a une bonne petite idée des changements qui s'en viennent. Le gouvernement l'a dit, on veut rapatrier au Québec certains domaines de production qui, notamment, exemple, dans le domaine du biomédical. Je peux vous dire que ça nous intéresse grandement chez Desjardins. Il y a une volonté d'achat local de plus en plus fort. On s'est même remis à parler de développement intensif de production en serre. Ça aussi, d'ailleurs, c'est dans vos plans, dans vos régions. Mais ça aussi, Desjardins, on est déjà là, ça nous intéresse énormément. Il y a l'immense défi de la lutte au changement climatique là, et toutes ces déclinaisons-là. La filière d'électrification des transports qui remonte jusqu'à la mine de lithium, les énergies renouvelables, la protection de l'environnement. Moi, je suis convaincu que post-COVID, l'un des changements de valeur les plus importants qu'on va voir, là, c'est notamment sur le volet environnemental. Le vieux modèle économique qu'on connaît, là, extraire, transformer, utiliser, jeter. Et je sais que je parle à des régions ressources, là, mais il va de plus en plus exiger d'évoluer vers une société de plus en plus moderne. Il va falloir passer à d'autres choses parce que vous le savez comme moi, ça va devenir de plus en plus insoutenable économiquement, mais aussi environnementalement. Et les citoyens, les consommateurs, les actionnaires d'entreprises vont être de plus en plus nombreux à rechercher des projets dans lesquels investir qui s'insèrent dans une économie circulaire. Ici, là, on parle du projet de Santerre, c'est pas compliqué. Le projet de Santerre de parc thermique, ça en est un bel exemple d'économie circulaire. Récupérer de l'eau chaude chez Boralex pour ensuite être capable de chauffer des serres. Il va falloir repenser nos modèles, imaginer des systèmes où on est capable de réutiliser peut-être l'extrait des opérations d'une entreprise et que ça devienne la matière première d'une autre entreprise, notamment pour réduire nos chaînes d'approvisionnement puis mettre moins à risque les opérations de nos entreprises. L'autre élément important que j'ai le goût de partager avec vous, c'est l'importance que le gouvernement a joué, notamment dans plusieurs montants d'argent qu'ils ont rendus disponibles pour amortir le choc de la crise. Ça aussi, je pense que c'est une prise de conscience collective. Et je suis convaincu qu'on va voir revenir une pensée collective de plus en plus grande. Ça, c'est l'autre changement de valeur que j'ai le goût de vous partager. Pendant plusieurs décennies, le vent a soufflé dans la promotion des libertés individuelles. Puis ça, en passant, c'est une tendance qui est très bien, là, parce que c'est une tendance qui est très proche de l'émergence de plusieurs entrepreneurs à succès qu'on a ici à travers le Québec. Mais les effets de la pandémie viennent nous montrer clairement, là, nous rappeler l'importance de la pensée collective, le rôle de l'État comme protecteur du bien commun. On est bien libre, mais on est fort ensemble. Et je suis convaincu que le modèle coopératif, comme Desjardins, avec ses valeurs d'entraide, de solidarité, d'engagement, c'est plus pertinent que jamais. Puis selon moi, là,
ce sont des atouts majeurs qui nous ont aidés et qui vont aider les entreprises qu'on aide à passer à travers cette situation-là. Il va falloir envisager les choses différemment comme entrepreneur pour la pérennité de nos entreprises. On s'en va vers une société qui est encore plus ancrée, encore plus consciente de l'importance des personnes, des communautés puis de l'environnement. Puis c'est clair qu'il y a encore des défis après-midi, lundi matin, mardi. Mais il y a un avenir prometteur devant nous. Puis la pandémie, on va passer à travers. Il faut se serrer les coudes. Il faut continuer de mettre beaucoup d'efforts pour repositionner nos entreprises, notre économie. Mais ça va nous emmener à mieux faire puis à mieux vivre ensemble. Et je peux vous garantir que c'est ce qui nous motive chez Desjardins actuellement. Pensez l'avenir en mieux avec vous, les entrepreneurs de la Abitibi-Témiscamingue, du nord du Québec, de la Côte-Nord. Puis en terminant, c'est la période des fêtes. Ce n'était pas le cas en septembre, octobre, quand on en parlait. Mais je pense qu'on doit tous avoir dans cette période-ci une pensée. Une pensée pour les gens qui vivent des difficultés actuellement. Il y en a même qui ont clairement de la difficulté à mettre à manger sur la table. D'ailleurs, il y a un sondage cette semaine qui disait qu'une personne, un Québécois sur 3, a dû nourrir un proche depuis le début de la pandémie. Puis à cause des règles sanitaires qu'il y a actuellement, qu'on comprend tous, là, la recherche, les dons dans la rue, les guignolés recueillent beaucoup moins d'argent cette année. Donc, le Mouvement Desjardins, on a décidé de lancer un programme pour pallier ces pertes d'argent-là pour les organismes locaux. C'est un programme qu'on a appelé du cœur en double. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous donnez 1 $ dans le cadre de votre guignolé local à travers la plateforme La Ruche, plateforme de sociofinancement, Desjardins va doubler le montant. 1 $ pour 1 $. Puis pour faire un clin d'œil à notre 120e anniversaire aussi, là, on va mettre 120 $ quand on va avoir atteint 100 $. Donc, pour nous, on a prévu une enveloppe de 1 million de dollars juste pour cette campagne-là, si on peut aider des gens à mettre quelque chose à manger sur leur table, au moins pour le temps des fêtes. Et on espère vraiment se rendre à ce million-là. Alors, je sais que vous êtes des gens engagés, je sais que vous êtes des gens généreux, mais si vous en avez les moyens, puis vous pouvez donner un coup de main à vos guignolés locales, à vos organismes locaux, allez sur la plateforme de La Ruche, puis on va tout faire pour être capable de se rendre à ce million-là de notre côté, parce que chaque geste compte actuellement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux temps des fêtes. Ça a été un plaisir de vous parler, puis le meilleur pour 2021. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Guy. Toujours un plaisir de t'entendre. Moi, après 10 représentations, je ne suis toujours pas repu. François aussi a été avec nous depuis le départ. C'est fou comment on réussit à toujours personnaliser le débat. Et ce n'est pas donné à tous les leaders de faire ça. C'est la première fois que je te dis ça, là, mais c'est extrêmement inspirant d'entendre un leader d'une institution financière parler de souplesse, de bienveillance, et d'être aussi ouvert à la réalité des gens partout au Québec. Alors, je veux remercier le Mouvement Desjardins pour ça. Ça fait honneur aux 120 ans du mouvement. Et on connaît la force de Desjardins en région, dans vos régions, mais dans l'ensemble des régions du Québec aussi. Guy a bien mentionné que la reprise, les pertes économiques, en fait, sont un peu moins pires dans vos régions, mais évidemment, ça annule pas votre malheur respectif si vous êtes touché par la pandémie. Et la récupération des emplois, Guy aussi l'a bien mentionné, se fait quand même moins rapidement qu'ailleurs en ce moment. Alors, ça sera un enjeu à surveiller. Et il y a peut-être des enjeux de qualification de la main-d'œuvre aussi qui sont reliés à ça. Alors, on aura l'occasion d'en reparler probablement dans les prochaines minutes. Félicitations aussi pour le Fonds du Grand Mouvement, des belles annonces, entre autres les 400 000 $ au cégep de Bécomo. Je trouve ça intéressant parce que les milieux d'éducation font partie de la recette de la relance parce que justement, avec ces enjeux-là de compétences qu'on a pour les emplois de demain, à cause de la transformation numérique, à cause de la modification des chaînes de travail avec l'apport de plus de technologie, ça demande plus d'éducation. Alors, cet investissement-là est bienvenu. Et il y a Mme Annie Gaudreau, la directrice générale de la Caisse de Chibougamau, Guy, qui nous écrit dans le QER pour nous mentionner qu'il y a 2 projets qui sont à l'étude en ce moment pour le nord du Québec, dans le cadre du Fonds du Grand Mouvement. Alors, elle semble avoir bon espoir qu'il y a des sommes qui seront consacrées aussi dans le nord du Québec. Alors, c'est à souhaiter que ça fonctionne. Je veux laisser du temps à François et ses invités, donc je vais aller rapidement, mais je vais vous présenter quand même les résultats de notre outil qui s'appelle l'Observatoire FCCQ. Vous avez vu la vidéo d'entrée de jeu dans le webinaire. C'est
C'est un outil pour prendre le pouls de ce qui se passe en région sur des sujets d'actualité. Alors, en ce moment, on est à constituer la base de données. Pour vous inscrire, vous devez simplement aller sur le site fccq.ca, répondre à quelques questions d'ordre un peu démographique et structurel sur votre entreprise. C'est gratuit, évidemment. Et suite à la tournée des jardins, l'Observatoire va continuer de vivre et on va vous pousser en temps réel des questions sur des sujets précis d'actualité. Et plus on aura de réponses, plus on pourra fournir des renseignements précis sur votre région aux chambres de commerce de chez vous, qui pourront s'en servir comme un outil de relations publiques, de relations gouvernementales pour convaincre les élus finalement de répondre à vos besoins et de soutenir les membres. Alors, le secret de cet outil-là, c'est vraiment le nombre de répondants. Donc, en ce moment, on lance l'outil avec la tournée des jardins. On espère que ça va continuer de grandir. Et donc, après le webinaire, si vous pouviez consacrer 5 ou 10 minutes à remplir le questionnaire sur fccq.ca, ce serait fort apprécié. Alors, on va passer à la présentation. Sonia, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc, comme je vous disais, on est en démarrage en ce moment, là, donc on a eu 31 répondants pour aujourd'hui. On en avait déjà un petit peu plus ce matin, mais il fallait fermer le sondage, évidemment, pour pouvoir vous le présenter. Donc, je suis conscient que ce n'est pas nécessairement très représentatif, mais il y a quand même des apprentissages intéressants où on peut vous comparer finalement à la moyenne québécoise. Alors, premièrement, on voit qu'il y a 77 des répondants, c'est des entreprises de moins de 50 employés. Alors, je pense que c'est un bon témoin de tout le tissu entrepreneurial qu'on a dans vos régions. Donc, pas nécessairement que des grandes entreprises qui ont des grands moyens, des grandes structures. Donc, gardez ça en tête quand on va parler des problématiques qui sont soulevées par l'Observatoire. Au niveau des secteurs d'activité qui sont représentés à la prochaine diapositive, on voit que c'est principalement, donc, un bel étalement, mais principalement le commerce de détail et la fabrication. Alors, quand on va parler de télétravail tout à l'heure, vous allez voir que ça a quand même un certain impact sur les résultats. Donc, la question principale qu'on a posée aux gens, finalement, c'est quel est l'impact, selon vous, de façon perceptuelle, de la crise pour vos organisations? Alors, à la prochaine diapositive, on voit que donc l'impact négatif perçu, 65 %. J'ai envie de vous dire que malgré le faible échantillonnage, vous êtes en plein dans la moyenne québécoise. Donc, c'est ce qu'on observe au Québec. Je vous dirais que l'impact négatif a été plus élevé à Montréal. Ça a été un des plus élevés qu'on a vu, alors que dans les régions plus excentrées, c'était un petit peu plus bas. Mais regardez l'impact positif. Donc, on peut voir le verre à moitié plein aussi, une fois de temps en temps. Donc, il y a quand même 26 % des répondants. Et ça, encore une fois, c'est assez représentatif du reste du Québec qui ont vu un impact positif, donc une croissance des ventes ou une opportunité d'investissement dans leur organisation et donc qui est perçue de façon positive. Alors, je ne suis pas jovialiste, là, puis on est quand même dans une crise épouvantable, mais il faut reconnaître, et peut-être qu'il y a des gens qui sont sur la ligne qui s'identifient à ça, qui ont eu un impact quand même positif sur leur vente suite à la situation actuelle. Prochaine diapositive sur les impacts. Donc, quand on demande de nommer finalement ces impacts-là, quels sont-ils? Bien, évidemment, le report, l'annulation d'événements, ça vient souvent en tête de liste avec la diminution des opérations et la baisse des ventes. Donc, bien sûr, c'est l'activité économique principale de la plupart des répondants, mais aussi la diminution des liquidités. Alors, on a beaucoup parlé des prêts, des garanties de prêts, des subventions directes. Les liquidités demeurent problématique pour beaucoup de petites entreprises. Donc, d'où l'importance d'avoir des aides directes pour les secteurs qui sont encore à problème. Exemple, l'hôtellerie, le tourisme, la culture, exemple. Mais que ces argents-là arrivent rapidement aussi. Donc, souvent, on a des annonces qui sont faites au niveau gouvernemental, mais le temps que ça prend entre le micro du premier ministre puis le chèque qui arrive, parfois, c'est complexe. Alors là, il faut s'assurer que les annonces qui sont faites, bien, ils arrivent assez rapidement. Moi, je vous avoue que j'avais des doutes sur la subvention salariale. Vous vous rappellerez, quand on a annoncé ça, je me suis dit, ça risque d'être long avant que les entrepreneurs voient le chèque arriver. Puis vous avez vu, ils ont fait affaire avec l'Agence du revenu du Canada. Et à moins que vous me dites le contraire, ça a été quand même assez rapide. Alors, il y a moyen, quand on met la machine gouvernementale à profit, d'avoir ces argents-là qui arrivent rapidement pour justement diminuer le risque des problèmes reliés aux liquidités. Il y a un point important là-dedans aussi, je remarque entre autres là, les mises à pied d'employés, les fermetures temporaires, donc 16 %. Je vous avoue que c'est parmi les plus bas au Québec.
C'est donc dire qu'il y a des mesures qui ont visé à préserver le lien d'emploi, comme la subvention salariale, qui ont été efficaces. Parce que nécessairement, s'il n'y avait pas eu ça, vous auriez eu des fermetures, des mises à pied temporaires beaucoup plus élevées, probablement en haut de 50 dans plusieurs entreprises. Alors, cette mesure-là qui a été mise en place en avril, elle a été bénéfique en ce sens-là. Prochain résultat. Donc, sur les freins, quels sont les freins que les répondants ont identifiés? Donc, évidemment, l'augmentation des coûts d'opération, bien sûr. Mais regardez le deuxième, les difficultés de main-d'œuvre. Alors, même si on a un taux de chômage qui maintenant est à 7,2 au Québec, la difficulté de trouver du monde ou de trouver le bon monde pour occuper les emplois, ça demeure le principal problème au Québec. Et ça, il y a deux solutions. En tout cas, selon moi, il y en a au moins deux. La première, c'est la question de l'immigration. Donc, il y a certains emplois quand même non qualifiés qui ne seront pas nécessairement occupés par des gens qui sont au chômage en ce moment. Il faut être réaliste. Donc, l'importance d'utiliser au maximum la capacité d'immigration qui est permise par le gouvernement du Québec, principalement, puisque c'est plus bas que le gouvernement fédéral, c'est très important. Et pour ce qui est des autres tâches qui sont souvent un peu plus qualifiées, bien, il y a un enjeu de requalification de la main-d'œuvre au Québec en ce moment. Donc, on a des entreprises qui se transforment numériquement, entre autres, qui adoptent le commerce en ligne, donc des nouvelles façons de faire, et les employés n'ont pas nécessairement les compétences pour remplir ce rôle-là. Donc, comment on fait passer des employés de compétences X à des compétences Y? La réponse se trouve probablement dans le 459 millions là, qui a été annoncé par le ministre Girard pour le ministère du Travail, donc pour M. Boulay. Alors, il y a des annonces qui ont commencé à être faites. vous avez peut-être vu passer, entre autres, il y a tellement d'acronymes au gouvernement, là, le PARAF, le programme d'aide pour je ne m'en rappelle plus, la relance, la formation, en tout cas, un programme donc qui permet de payer les employés pendant qu'ils font une formation qui peut aller jusqu'à 26 semaines. Et donc, ça va aider justement à régler cet enjeu-là de requalification de la main-d'œuvre qu'on voit dans la construction, mais qu'on voit aussi dans le manufacturier et évidemment dans le secteur des services où il y a de plus en plus de compétences numériques là, qui sont demandées. Encore deux petites diapos donc sur les mesures d'aide. Je profite de l'occasion, il y a souvent des gens qui nous écrivent, est-ce que les résultats vont être disponibles? Nous, on les envoie à vos chambres de commerce locales. Alors, si vous voulez leur passer un coup de fil, là, ces résultats-là peuvent être disponibles via les chambres de commerce. Donc, les mesures d'aide qui ont été les plus utiles, évidemment, les allègements fiscaux, 39 très important, les subventions sectorielles directes dont je vous parlais tout à l'heure. La simplification des processus de demande. Donc, exemple, la subvention salariale au départ, c'était quand même assez complexe de soumettre. La PCU, ça a été complexe aussi. Les loyers commerciaux. Alors, ça, je pense, c'est la mesure qui a été la moins comprise en termes d'accessibilité, ce qui prouve d'ailleurs, vous le voyez, les loyers commerciaux sont à quelque part en bas, 6 je crois que c'est le plus faible pourcentage que j'ai vu là, dans les régions du Québec. Donc, c'était une mesure qui a été mal comprise au départ. Et maintenant, ça a été resimplifié par la ministre Freeland, entre autres, là, dans son annonce il y a 2 semaines. J'attire votre attention aussi sur une autre mesure d'aide à 16 la révision de la PCU. Donc, on voit que dans la crise, on est passé de mesures de crise à des mesures de relance. Donc, la PCU était vraiment une mesure de crise pour s'assurer que les gens, finalement, aient quelque chose à se mettre sur la table puis aient des revenus pendant qu'il n'y a pas d'emploi au Québec. Mais quand il est venu le temps de recommencer à réembaucher des gens, bien, la PCU a été un frein. Alors, le fait qu'elle ait été arrêtée, ça a été une aide pour plusieurs entrepreneurs, 16 dans votre cas. J'ai vu des régions, entre autres, où il y a beaucoup de transformations agroalimentaires et de tourisme, où ça a été jusqu'à 35 Donc, une entreprise sur 3 a dit « Le fait que cette mesure-là arrête, ça m'a aidé à me relancer. » Alors, c'est dire comment il faut être agile au gouvernement puis savoir faire des modifications. Je termine avec le télétravail. Alors, le télétravail, selon les répondants, donc 51 des répondants offrent du télétravail à temps plein ou à temps partiel. Je vous rappelle que l'échantillon est petit, mais ça demeure de loin le plus faible taux au Québec. Alors, on est à 91 en Outaouais, on était évidemment à 75-82 je crois, à Montréal. Très fort en Gaspésie aussi, où on m'a dit qu'on avait le meilleur réseau au Québec, c'était en Gaspésie. Alors, je propage la bonne nouvelle parce que j'avais le préjugé que ce n'était pas le cas. Donc, c'est possible en région plus éloignée d'avoir une bonne connexion. Et donc, qu'est-ce qui explique le 49 ?
Bien, évidemment, il y a un enjeu de réseau. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, qu'il y a des enjeux de réseau dans vos régions, mais aussi le fait qu'on ait des entreprises qui sont quand même de plus petite taille, donc qui n'ont pas toutes les ressources nécessairement en TI, fait en sorte qu'on est à une personne sur deux en ce moment qui offre le télétravail dans vos 3 régions. Alors voilà, c'est un exemple des données qu'on va pouvoir générer avec l'Observatoire. Alors encore une fois, je vous invite fccq.ca pour vous enregistrer et je cède la parole donc pour la suite à François. Merci beaucoup, Charles. Extrêmement intéressant, encore une fois, de remarquer qu'il y a certaines disparités entre les différentes régions du Québec et je trouve ça tout à fait extraordinaire. Pour le programme, le PARAF, c'est le programme d'aide à la relance de l'augmentation de la formation. C'est un gros, gros titre là, pour un petit acronyme, encore une fois, mais on était habitué depuis le 15 mars à obtenir plein d'acronymes parce qu'il y a eu au-delà de 80 programmes qui ont été lancés, autant par le fédéral que par le Québec. Sur ce, j'aimerais vous présenter mes invités. Ça va certainement faire plaisir à M. Cormier parce que ce sont quand on parle d'économie circulaire, ben, ce sont 2 entreprises qui elles-mêmes fournissent des services et de l'entrepreneuriat circulaire. On vous explique tout ça à l'instant en compagnie de M. Michel Filion, qui est président de Chantier Chibougamau. M. Filion, bienvenue ce midi encore une fois. Et également le fondateur et administrateur d'entreprise Lefebvre Industrial, M. Marc Lefebvre, qui est en compagnie de son patron, qui est sa fille maintenant, Mme Joanne Lefebvre, qui en est directrice générale, mais également présidente de cette entreprise. À vous deux, je vous souhaite la bienvenue également. Vous êtes 2 entrepreneurs que je qualifie d'exceptionnels. Je vous explique pourquoi. Vous n'avez pas eu peur de foncer tête baissée malgré la pandémie et de poursuivre vos investissements malgré tout dans vos entreprises respectives. En commençant par peut-être M. Lefebvre et Mme Lefebvre, vous avez poursuivi, malgré les embûches de la pandémie, à investir dans votre entreprise. Qu'est-ce qui vous a... C'était quoi les principales embûches, principalement, chez vous? La principale, je dirais, c'est tu te lances d'un projet, tu as un budget, tu as un plan de travail, tu as un plan stratégique, puis tout à coup, les pièces d'équipement majeures qui devaient entrer, qui venaient d'Italie, devaient rentrer au 30 mars, ça arrive le 1er septembre. La formation qui accompagnait ces pièces d'équipement-là spécifiques, comme venaient des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, les formateurs ne pouvaient pas se déplacer. C'était pas une bonne période c'était pas une période facile. Je vais laisser Joanne vous expliquer plus en détail ce qu'on a fait, mais c'était pas une période facile. Puis surtout dans une région comme Baie-Comeau, vous savez, les cycles économiques, c'est une réalité qui existe dans le monde, dans les villes, sur la Côte-Nord comme partout ailleurs, on a des cycles. Et actuellement, Baie-Comeau était dans un bas de cycle. C'était très difficile. La papetière qui a fermé avec la pandémie et tout ça. Fait que même au niveau des sous-traitants que nous utilisons, nous, les spécialistes, il y en a d'excellents, mais ils ont perdu du monde, puis on a de la difficulté encore aujourd'hui d'avoir des services au niveau des spécialistes en hydraulique, en électricité. Les corps de métiers spécialisés industriels sont très en demande par les grandes compagnies. Heureusement que c'est ça notre économie, la réalité de notre économie, les grandes compagnies. Et tout ça a fait que ça a été difficile. On passe à travers, on est très content. Surtout, notre client est content, ça c'est encore plus important. Mais c'est difficile. Effectivement, ça a été très difficile. Et de votre côté, M. Filion, vous, c'est bien sûr l'usine de pâtes Kraft. Tout le monde s'est dit à l'époque, mon Dieu Seigneur, il rachète le bel sur Quevillon et il va relancer ça alors que la demande en papier est en diminution. Quand même 370 millions de dollars d'investissement. Est-ce que les investissements sont complètement terminés chez vous? Pas tout à fait encore, parce que ça devait être terminé, mais la pandémie a bousculé un peu les échéanciers. Il y a eu du retard. On a dû fermer des opérations pendant de 6 à 8 semaines complètement au mois de mars. Arrêter complètement la construction parce que, on suivait les directives du gouvernement du Québec. Et puis, comme on avait beaucoup de gens qui venaient de partout à l'intérieur du Québec, on a préféré complètement arrêter, puis
attendre que ça passe, là, finalement, là, les meilleurs jours d'été. Fait que ça a retardé effectivement à ce moment-là. Et puis après ça, quand on y a redémarré, encore aujourd'hui, on attend encore après des pièces de titanium, des grosses pièces d'équipement. Ça a tout décalé, ça a toujours pris de retard. Fait qu'on était effectivement en retard par rapport à des hausses quand même prévues initialement. L'usine est démarrée, malgré tout. Il y a une partie de section, ce qu'on appelle le blanchiment de l'usine, ce n'est pas terminé. Ça devait être fait au mois d'octobre, et là, ça va démarrer début janvier. Quand on parle de retard, M. Filion, on dit toujours que retard égale dollar. Hein? Ça veut dire des coûts supplémentaires. Alors, comment on arrive à passer au travers d'une usine qui redémarre à peine et que déjà, on doit injecter de l'argent qui n'était pas prévu? Oui, effectivement, parce que malgré tout ça, malgré qu'on ait eu des retards, on n'a pas diminué les gens qu'on avait réussi à embaucher. On les a tous gardés sur le payroll pareil. Et puis on les payait malgré tout. Après ça, ben, tu payes tous les frais fixes qui sont là, tu les payes de la même façon. Écoutez, on a eu la chance de travailler avec le gouvernement du Québec, puis Desjardins, il faut que je le dise, M. Cormier. Là. Oui. Qui nous ont supporté tout au long et puis qui nous supportent encore à cet effet-là. Et puis, il a fallu augmenter un peu les budgets qui étaient prévus initialement parce qu'à cause de ce retard-là, ils nous ont aidés à financer. On a participé, Chantier Chicago a participé à la fois dans le financement des coûts excédentaires, mais le gouvernement du Québec et Desjardins ont participé aussi dans une certaine mesure pour éponger, je vous dirais, ces frais supplémentaires-là. Vous disiez tantôt qu'on est encouragé d'aller dans le domaine des papiers, les pâtes et papiers, mais je fais une nuance, on n'est pas vraiment dans le papier. Dans le papier craft, là? On est dans le pâte craft. La pâte craft, c'est un produit qui a un avenir assuré avec les produits de tissu. D'emballage carton également pour le carton. Pour remplacer éventuellement tous les produits du plastique. Pas toutes, mais une partie des produits du plastique. Je vous dirais, c'est un produit d'avenir qu'on considère, contrairement au papier journal, entre autres. De votre côté, la famille Lefebvre, vous, industriel et pour aluminium, on dit que l'aluminium, c'est un produit qui est même relativement vert, mais vous voulez le mettre encore plus vert, c'est-à-dire que l'aluminium est recyclable à l'infini. Mais vous avez trouvé un truc pour les résidus d'aluminium et être capable de les recycler et de la remettre justement à l'intérieur du cycle de fabrication d'aluminium. D'où vous est venue l'idée exactement? Vas-y, mais en fait, c'est son idée. Oui, parfait. Donc, ça vient vraiment de l'expérience de Marc. Marc travaille dans l'aluminium depuis le début des années 80. Il a participé à mettre en place, le procédé traditionnel qui est encore utilisé aujourd'hui pour recycler les résidus comme les écumes, les résidus d'aluminium. Ouais. Ça fonctionne bien. Par contre, il y a quand même des inconvénients environnementaux à cette façon de procéder-là. L'idée de Marc était d'enlever ces inconvénients-là et de trouver une façon de récupérer avec un meilleur taux l'aluminium. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaillait là-dessus. Sur ce projet-là, on a approché notre partenaire ici, Alcoa Bécomo, pour embarquer avec nous. Donc, c'est ce beau projet-là d'aluminium un peu plus vert qu'on a mis en place en pleine pandémie. Oui. Effectivement, on a réussi, malgré tout ça, à faire un procédé qui recycle les résidus d'aluminium. Pour Bécomo, c'est 6-7 résidus qu'on prend et puis on ne fait plus d'enfouissement, on ne fait plus de création de gaz à effet de serre pour recycler l'aluminium, contrairement au procédé traditionnel. Donc, malgré tout, on a passé à travers, mais on a quand même atteint nos objectifs et réussi à mettre en place ce beau procédé. Bon. Vous avez un client unique qui s'appelle Alcoa, vous venez de le mentionner. Est-ce que c'est un procédé qui est exportable? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait aller au Lac-Saint-Jean, par exemple, ou encore aller plus loin vers l'est de la Côte-Nord, vers Alouette ou encore vers Alcan ou les autres? Est-ce que c'est exportable, votre projet? Oui, c'est exportable, en fait, à tous les alumineries qui font de la production primaire d'aluminium. Je vous dirais que les recettes d'aluminium ici à Bécomo sont très complexes. C'était le meilleur test pour voir si on était capable d'atteindre ces objectifs-là. Et puis, on réussit avec le produit fait à Bécomo. Donc, effectivement, ce serait exportable à toutes les alumineries qui font de la production primaire d'aluminium.
Donc, autant à l'est ou à l'ouest. Et on a déjà demandé. On a beaucoup de demandes. Je dois dire qu'on a effectivement beaucoup de demandes pour le centre du Québec, puis à l'extérieur du Québec, beaucoup. À l'extérieur du Québec et aussi à l'extérieur du Canada, qu'on a beaucoup de demandes. Mais on va s'assurer de gérer comme il faut notre petite usine à Bécomo avant de penser à d'autres usines. Mais c'est exportable. C'est facilement exportable. Absolument. De fait, sans mettre de pression sur mon employeur, là, je pense que d'ici un an, on devrait être plus vers le centre du Québec. Là. Alcoa, nous, on a des besoins aussi chez ABI, Deschambault. Oui. Et dans nos ententes avec eux, bien entendu, on les priorise. Puis on a d'autres usines dans le monde qui sont visées. Particulièrement en Europe, fort probablement. Là. En Europe, en Islande, en Colombie-Britannique, où on a déjà eu des contacts. On parlait d'Alouette tout à l'heure. On a eu des contacts. Les gens nous appellent. Il y a de l'intérêt. Mm-hmm. Tous les alumineries rêvent d'un cycle fermé, pas de résidus, de réutiliser l'ensemble de leurs sous-produits qu'on recycle. Là, on les sépare et tout. On le réussit ici. Là, on le réussit très bien ici. Là. Ça fait que, il s'agit de nous s'assurer qu'on obtient là, la bonne recette, la bonne rentabilité, les meilleurs équipements. C'est tout un défi. Là. Mais surtout qu'on a une petite PME familiale. Là. Papa, maman, Joanne, puis une 25 employés, là, c'est un défi. C'est à temps plein. On peut vous dire qu'on est à temps plein. Effectivement. Vous, M. Filion, de votre côté, vous faites du recyclage à l'intérieur même de vos usines. Chantier Chibougamau, c'est quoi? C'est 350 000 tonnes de copeaux de bois là, qui fabriquent. Et c'est à partir de ça que vous allez faire votre pâte craft aussi. Oui, effectivement. L'idée fondamentale provient de ça. La base est qu'on voyait le déclin de l'industrie du papier au Québec. Au Québec, l'industrie des pâtes et papier, c'est l'industrie du papier journal, essentiellement. Mm-hmm. On voyait depuis plusieurs années le déclin du papier journal. Et puis, étant les plus loin des usines actuelles opérantes, ben, on voyait comme un gros problème avec nos résidus. Ouais. Qui sont un arbre rond avec la partie chip copeaux. On avait besoin à se départir de ça, malgré que le plan d'affaires de chantier Chibougamau relativement en pied. Par obligation, on a vu l'opportunité d'aller à l'usine de Quévillon pour recycler effectivement les sous-produits de notre usine de Chibougamau, les sous-produits de l'usine qu'on possède à Amos, à Landrienne. Et puis par contre-coup, ben, on ramasse les gens de e-com puis tous les résidus du sillage de l'Abitibi, je vous dirais. C'est un bien notable pour l'ensemble du nord du Québec et puis de l'Abitibi. Outre les retards que vous avez subis à l'usine de Lebel-sur-Quévillon en raison de la COVID, comment vous avez géré à l'intérieur de vos usines l'arrivée de la COVID? Je sais que vous êtes quand même relativement épargné dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais il a fallu mettre en place certainement des mesures sanitaires qui ont été coûteuses parce que vous avez quand même 1100 employés, là, malgré tout. Là, c'est du monde à la messe. Du monde à la messe. On s'est bâti l'équipe d'intervention dirigée par Chibougamau, mais dans chacune des usines, là, avec des intervenants bien précis, avec des directives assez claires pour l'ensemble des opérations. Les salles à manger refaites, séparer toutes par case nos gens, port du masque, organisation. Je pense l'usuel de l'ensemble de l'industrie, je vous dirais. Là. On a eu beaucoup de contrôle aussi de gens externes qui venaient chez nous pour contrôler, diriger nos gens, dire « Ah, mets ton masque, fais attention à ci, éloignez-vous, c'est pour que ça se propage à tout le monde, à l'ensemble du groupe. » On a aussi, dans les derniers temps, parce qu'on a eu plus de cas dans la deuxième vague, là, il y a eu vraiment des cas précis, des gens qui arrivaient à l'usine de Kraft à Quévillon ou même ici à Chibougamau, puis à l'extérieur, qui ont amené des cas de COVID. Là, c'était l'équipe d'intervention qui faisait du retrait préventif à travers toutes les autres avec qui il y avait eu des contacts, sortir ces gens-là des usines. À Chibougamau, il y avait une vingtaine de personnes qui n'étaient pas sur les sites, le site qu'on avait tassé carrément parce qu'ils avaient été en contact avec des gens qui avaient des cas de COVID. À Quévillon, la même chose. On a fait, je voudrais éloigner une vingtaine de travailleurs pendant au moins 2 semaines là, qui étaient encore dans des contacts là,
de cas de COVID, qu'on les a mis à l'écart, retrait. On a géré ça avec la santé publique, je vous dirais. Là. Excellent service ici dans le nord du Québec pour nous guider dans tout ça. Là. C'est une épreuve qui accapare énormément de temps. Oui, c'est beaucoup de temps, beaucoup de sous pour tout le monde d'ailleurs, à travers le Québec très certainement. Monsieur et Madame Lefebvre, si on voit une photo de hockey en arrière de vous, c'est pas probablement, je ne sais pas si c'est de votre faute, Monsieur Lefebvre, mais certainement celle de Joanne, en tout cas, qui elle est très impliquée dans le monde du hockey, que ce soit hockey mineur, baseball mineur, fort probablement à cause des enfants, mais aussi à l'intérieur même du club de hockey junior majeur qui est le Drakkar de Baie-Comeau. L'implication sociale de vous deux, parce que vous êtes très impliqués au niveau social, c'est important ça pour vous non pas de se faire voir, mais de s'impliquer socialement auprès de la communauté. C'est primordial. On vient tous de petites communautés. Si on se compare au centre Montréal, Québec, Trois-Rivières, on est des plus petits centres. C'est important de continuer. On a été élevés, nous, dans des villes où il y avait une belle qualité de vie. On essaie tout simplement de perpétuer ça. La qualité de vie avec moi, elle est extraordinaire. Comme elle est extraordinaire, je parlais au maire de Val-d'Or il y a quelques temps, puis je parlais de ces 4 terrains de baseball. Tu touches aux gens, tu touches vraiment à la vie quotidienne des gens. L'aréna, le salle de spectacle, les cours de danse, les cours de guitare, de musique. On a vraiment tout ça. Alors, on doit s'impliquer pour garder ça. Puis, une de nos fiertés, bien entendu, plus le centre est plus petit, plus la ville est petite, plus l'impact d'un club junior majeur est important. C'est un rassemblement. Vous savez, auparavant, là, c'était sur le palier de l'église le dimanche matin que les gens se voyaient. On ne se voit plus là maintenant. Alors, au centre récréatif, on se rencontre là, puis le social se fait là. Quand tu amènes 10 de ta population à chacun des matchs, ça donne un bon échantillonnage pour être capable d'avoir toutes les nouvelles de la région rapidement. Et je me demandais aussi, pour vous, M. Lefebvre, surtout, là, vous êtes très, très, très impliqué dans toutes sortes de projets dans la région de Baie-Comeau, particulièrement la relance du port de Baie-Comeau, parce que vous avez un gros compétiteur, celui de Sept-Îles, ça c'est clair, mais vous avez besoin également d'un bon quai, d'une bonne relance pour que les bateaux puissent accoster à Baie-Comeau à cause de vos usines différentes là, qui existent là-bas. Et vous êtes impliqué là-dedans aussi. Vous le faites bénévolement. Absolument. Je dois vous rassurer, on n'est pas compétiteur du port de Sept-Îles, loin de là. Le port de Sept-Îles, c'est une des merveilles du Québec. Là. Visuellement, la baie de Sept-Îles, elle est fantastique. En termes de maritime, la profondeur de l'eau et tout, c'est exceptionnel. Puis le plan Nord a eu le génie de bien développer, de reprendre la minière Cliff, toute la Pointe-Noire. Ouais. Ça a été un coup de génie pour l'économie, non seulement de la fosse du Labrador qui sort maintenant par cette île-là. C'était vraiment un coup de génie. Puis actuellement, je pense que oui, il y a un effet, toute la région s'en ressent, là, parce que des entreprises de Baie-Comeau qui travaillent autant pour les minières mais la Société ferroviaire, ça a été extraordinaire pour nous aider. Baie-Comeau, ce qu'on essaie de faire, tout simplement, c'est que le port appartient encore pour quelques mois au gouvernement fédéral qui ne fait aucun développement, ne fait un minimum d'entretien. Il n'y a aucun intérêt à développer le port de Baie-Comeau. Puis on sait qu'on ne peut pas se permettre de manquer un outil aussi important qu'un port en eau profonde ouvert 12 mois par année comme celui de Baie-Comeau. Alors, c'était vraiment là, une obligation pour nous comme communauté de prendre notre port et de vraiment le développer là, pour en profiter de tout son potentiel. C'est ce qu'on fait actuellement avec des projets fort intéressants qui vont toucher le nord du Québec, qui vont toucher l'Abitibi. C'est le projet de Québec Rail qu'on veut faire pour amener ici. Ça serait fantastique pour l'ensemble des entreprises du Nord. Puis, ce serait de faire une ligne nordique complètement qui viendrait à ouvrir tout le nord du Québec et de l'Ontario à un port en eau profonde. C'est le projet sur lequel actuellement les deux gouvernements ont investi 15 millions. Bien, très bien, M. Lefebvre. Une dernière question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Là. Il y en a une d'Angus Michaud qui s'adresse à M. Fillon directement. Quelle est votre appréciation comme gestionnaire du niveau de production de votre usine de pâte par rapport aux objectifs que vous vous étiez donnés au départ? Est-ce que ça va dans le sens aux objectifs que vous vous êtes fixés? Le rendement
présentement, l'usine est meilleure que les objectifs qu'on s'était fixés aujourd'hui, au moment où on se parle. C'est très encourageant. Aux objectifs qu'on s'était visés, ça va. À mes objectifs personnels, c'est un peu différent. J'aimerais que ça fonctionne à pleine capacité. Vous êtes plus ambitieux. Un petit peu, c'est ça. Je mets toujours un petit peu de doute sur les objectifs qui s'étaient fixés initialement. Il me semble qu'on pourrait tirer un peu plus vers le haut, mais non, dans l'ensemble, on est au-delà des espérances, je dirais. Question peut-être pour Charles et peut-être M. Cormier pour rejoindre à la discussion également. CCC a lancé cette semaine l'idée, parce qu'on sait qu'il y a un plan de relance de 100 milliards là, qui va être étudié par le gouvernement et qui devrait être implémenté dans le prochain budget fédéral au cours du mois de mars prochain. Sauf que la CCC, donc la Chambre de commerce du Canada, elle est plus ou moins d'accord avec ce 100 milliards-là. Elle irait plutôt par l'abolition de la taxe de vente, donc la TPS, la TVH et la TVQ, pour une période de 3 mois. Qu'est-ce que la Fédération en pense de ça? Puis je parlerai à l'économiste qui est M. Cormier après, si lui est en accord avec moi plus qu'avec Charles. En fait, je peux répondre sur le côté politique. Je trouve ça assez habile de la part de la Chambre de commerce du Canada. C'est ça le rôle des associations économiques, c'est de mettre des idées au jeu, d'essayer des choses pour influencer le gouvernement. Et il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment sur le plan de relance de 70 à 100 milliards parce qu'on a peur que ça fasse l'objet plus d'une plateforme électorale d'un plan de match concret en ce moment. Alors, rien contre des élections, mais qui dit élection dit élection, période électorale, présentation. Ça peut être très long avant qu'on voit les argents reliés à la relance. Je vous ai dit tantôt l'importance de passer d'une annonce à un chèque. Alors, dans ce sens-là, je trouve que l'idée est bonne. Bien honnêtement, je devais avoir un appel ce matin avec des gens du gouvernement fédéral et je voulais leur poser la question à savoir si ça s'est rendu au Conseil des ministres, mais mon appel a été annulé. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais moi, je trouve l'idée très intéressante, mais je suis curieux d'entendre Guy là-dessus. Moi, ma préoccupation, quand on abolit une taxe de façon temporaire, c'est que là, moi, c'est la surconsommation, moi, que je regarde, et surtout le surendettement qui existe. Tu sais, quand on est à 170 d'endettement, moi, c'est ça qui m'inquiète, M. Cormier. Il faudrait annuler la TPS pour ceux qui paient comptant ou par débit. Ça serait OK. Pas pour la carte de crédit. Très rapidement, là, je n'ai pas eu le temps de forer là, ça dans le détail, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas se fermer à aucune option qui est mise sur la table. Je pense qu'il faut regarder les pour et les contre de chacune. Il y a une option qui est peut-être à plus long terme, qui est plus structurante pour l'économie avec des projets d'infrastructure, des projets de vitalité économique. Puis il y a une solution qui est peut-être plus à court terme ou concrètement là, pour des vraies personnes, des vrais entrepreneurs. La semaine prochaine, la semaine d'après, j'ai peut-être un coût moindre par rapport à l'achat de biens. Mais chacun a sûrement des effets pervers. On parlait tantôt, là, la dimension plus long terme, la dimension qui pourrait se politiser sur des projets structurants. De l'autre côté, vous avez raison, François, est-ce que ça va générer les bons comportements de consommation, tout ça? Moi, je pense qu'il faut juste analyser ces options-là. On a un petit peu de temps devant nous, là, et des fois, on voit les choses comme un ou l'autre. Oui. Peut-être des fois, ça peut être un et l'autre. Hein, ça peut être une solution des fois aussi. J'aime votre positivisme, M. Cormier. Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Là. Ça oui, n'a rien de regarder le verre à moitié vide. Non, je comprends. Moi, j'aime mieux quand il est à moitié plein. Moi. Il me semble que c'est plus positif aussi. Très bien. C'est déjà tout. Je m'en voudrais, avant de passer la parole à nos 2 derniers invités, de ne pas remercier sincèrement Charles et M. Cormier de m'avoir convié pour cette période. Depuis le début de septembre, j'ai eu du plaisir à rencontrer énormément de personnes grâce à eux. Et c'est toujours un plaisir de m'associer. Ça fait déjà 3 ans qu'on a toutes sortes de projets avec lesquels je suis associé avec la UCCQ et c'est toujours un honneur et un plaisir de pouvoir travailler avec eux et d'avoir connu et de m'être fait un nouvel ami en la personne de M. Cormier. C'était un plaisir également très partagé, donc, de pouvoir travailler avec vous pendant cette période de presque 4 mois quand même. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une très, très belle période des fêtes à vous deux et à tous les autres. À M. Filion, merci beaucoup. M. et Mme Lefebvre également. Puis attention à votre employé. Là. Ah oui. Là-dessus, je vais essayer. J'espère que mon Inou est encore bon là, parce que ça remonte à très, très loin. Là.
À l'époque où je travaillais à Rimouski, on s'était associé avec les réserves de Maliotenam pour être capable d'amener de l'eau au moulin et de les aider à cette époque. On était en pleine relance, construction de nouvelles maisons, etc. Et CFEA s'était impliqué directement. Et lors des Jeux du Québec, j'avais été justement à Maliotenam pour... alors, si vous me permettez, en tout cas, je vous présente tout de suite Mme Catherine Jourdain, qui est coprésidente, et Gabrielle Stréganoc, qui est coprésidente de la Chambre de commerce de cette île, Youchouat Mac Maliotenam. J'aimerais vous dire Tam Eshpanin Koué. J'espère qu'il est bien dit. Je vous souhaite bonjour. À vous la parole. Alors, merci, M. Millard, merci, M. Cormier, pour les présentations fort intéressantes. Merci également aussi à M. Filion, Madame et M. Lefebvre pour vos partages de vos expériences qui sont fort intéressantes. Je pense que tout ça, ça nous permet de bien mettre les choses en perspective et d'entrevoir positivement l'avenir. Notre Chambre de commerce est très fière d'être l'une des ambassadrices de la Tournée des Jardins FCCQ en mouvement pour la relance socio-économique. D'ailleurs, nous souhaitons remercier les chambres de Chibougamau, Chappais et d'Industrie Rouyn-Noranda, aussi ambassadrices de cette tournée. On souhaite également aussi saluer et remercier les autres chambres de commerce de notre région, qui sont la Chambre de commerce de Port-Cartier, de Fermont et de l'Industrie de Manicouagan, qui sont également des supporters de cette initiative. Une mention, une salutation spéciale aussi à tous les élus qui sont présents avec nous aujourd'hui, ce midi. De mon côté, je voudrais dire, comme économiste de formation, je trouve ça très intéressant. Je voudrais souligner l'implication de Desjardins aussi, qui est toujours très présente dans notre région, notre communauté qui supporte nos projets. Puis je pense qu'on en a besoin encore plus que jamais pour la relance de l'économie dans les prochains mois. Du côté de la Fédération de Chambre de commerce, M. Millard, très intéressant les chiffres que vous nous avez montrés. J'espère qu'on va continuer de pousser auprès de nos membres pour avoir plus de résultats. Je pense que c'est des outils qui vont nous aider à mieux les accompagner, prendre des meilleures décisions et mieux influencer les décideurs aussi dans les prochains mois, prochaines années, encore une fois, pour aller chercher cette fameuse relance économique. En terminant, on se réjouit, nous autres aussi, de toutes les annonces qui ont été faites dernièrement. Je voudrais juste mentionner au passage l'annonce du plan d'action nordique qui a été annoncé cette semaine, qui est une excellente nouvelle, encore une fois. On parle de quasiment 1,1 milliard en infrastructure et de quelques centaines de millions de dollars pour la diversification de l'économie et aussi ajouter à nos milieux de vie. Juste mentionner que pour nous, ce qui est important aussi, c'est pas juste la relance d'économie, mais c'est aussi de garder nos gens en région puis d'en attirer aussi. On parlait de besoins en main-d'œuvre, malgré le chômage, on a besoin de gens formés. Puis on veut qu'ils viennent s'installer chez nous. On veut qu'ils découvrent notre belle région. En terminant, merci encore beaucoup. Merci à tous pour cette belle initiative. Bien, merci tout le monde. Alors, merci tout le monde. Merci, au revoir. Bonne fin de journée.